me semble. Bien, on va commencer donc cette séance de retour d'expérience donc sur l'auto-évaluation. Hein. C'est une série de trois rétex qu'on organise avec le réseau Relier sur la thématique auto-évaluation. Donc, on a fait le volet gouvernance, on a fait le volet formation la semaine dernière, on fait aujourd'hui le volet recherche et la semaine prochaine, on fera le volet gouvernance, établissement. Je vais être accompagné ce matin par Charlotte Panot. Donc, je vais rapidement lui laisser la parole. Je vais juste vous partager mon écran. Je vais juste vous partager mon écran rapidement. Voilà. Donc, je serai accompagné donc, par Charlotte Panou, qui est à la direction générale déléguée à la recherche et l'innovation, la valorisation de l'Université Grenoble-Alpes, qui elle va se présenter, mais c'est elle qui a été en charge d'une partie du dossier HCERES de la dernière vague, puisque nous, on a été évalués l'année dernière. Et donc, pour me présenter rapidement, moi, je suis Thierry Bontemps. Je suis chargé de pilotage, de mission pilotage et stratégie dans une grosse UMR qui s'appelle l'UMR Pacte, qui est une UMR de sciences sociales à Grenoble que je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure, puisque aujourd'hui, je voulais qu'on arrive à faire un pont en fait entre ce qui se passe en établissement et aussi qu'on voit ce qui se passe en unité de recherche et comment on peut utiliser l'évaluation HCERS comme clé d'entrée sur la mise en œuvre la mise en place d'une stratégie dans une unité de recherche. Voilà. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Charlotte, qui pour ce qu'on a prévu, c'était de vous faire un petit retour chacun de nos expériences sur 5-10 minutes, et puis après, surtout d'échanger avec vous, parce que c'est ça qui va être intéressant. Et c'est de pouvoir discuter ensemble. Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi je travaille à la DG des Rives, l'Université Grenoble-Alpes. Et aux côtés d'une autre collègue, Martine Chedorov, nous avons, pour la partie recherche, donc, conduit cette évaluation. Par rapport, d'ailleurs, elle aurait aimé être là, mais donc, elle n'a pas pu être des nôtres. Donc, elle m'a mandatée pour être avec vous ce matin. Et donc, rapidement, peut-être, j'avais préparé juste quelques petites planches. Je vais les partager. Pour nous, il y avait quelques points essentiels. Donc, rappeler un tout petit peu la démarche, le périmètre, mais très rapidement, parce que chacun le connaît. Le calendrier à tenir. Pour nous, il y avait un élément sur lequel on avait envie d'insister, c'est le fait qu'il y a un calendrier HCRS et aussi un calendrier interne à notre établissement donc il est nécessaire d'avoir bien en tête, parce qu'il y a des dates qui vont parfois être les mêmes, et puis parfois il va y avoir des dates qui vont s'ajouter dont il faut tenir compte. On a voulu aussi un petit peu insister sur la mobilisation importante des personnels et la grande quantité de données qu'il y a à gérer. Donc ça, c'est un peu dépendant, je dirais, des tailles d'établissement. Néanmoins, il y a énormément de données à rassembler. Et enfin, un petit point sur les différents outils que nous avions mis en place pour la dernière campagne. Donc pour la démarche et le périmètre, en ce qui nous concerne sur le site de l'Université Grenoble-Alpes, nous avions travaillé à 3 voies, puisqu'il y avait 3 établissements du site qui ont travaillé ensemble sur un calendrier commun, une démarche et des outils mutualisés. Donc c'était Grenoble-Alpes, Sciences Po et le Grenoble INP. Ça nous a demandé donc de travailler bien en amont sur la préparation de la campagne et également, bien sûr, tout au long de la campagne. Mais on a également beaucoup travaillé avec les tutelles pour cette dernière campagne, notamment au-delà du fait que les unités de recherche
échanger avec leurs autres tutelles, les autres organismes. On a mis en place pour cette dernière campagne une étape de relation. C'était après la finalisation des documents d'évaluation, c'est-à-dire les documents techniques sur des fichiers Excel et puis vraiment le dossier d'auto-évaluation. On a proposé aux autres tutelles d'accéder aux documents avant leur dépôt, qu'elles puissent relire, refaire une relecture, éventuellement rééchanger avec les unités de recherche. Donc, c'était une partie qui était un peu longue à organiser. Il nous a fallu du temps, mais en même temps qui était assez intéressante, nous a semblé. Voilà, et bien sûr, donc il y a un certain nombre de jalons pour tout au long de la campagne, mais je dirais même avant la campagne, pour collecter l'ensemble des données. Pour nous, à Grenoble, on a une enquête annuelle des laboratoires qui est organisée au sein du service central et qui permet de recueillir tous les éléments financiers, les principaux éléments financiers et ressources humaines qui sont demandés à chaque évaluation HCRS. Je reviens donc brièvement sur ce double calendrier. L'HCRS présente un certain nombre de dates, et pour la grosse partie qui incombe à l'établissement, puisqu'il a à charge de déposer les fichiers sur la plateforme, sur la GED Pélican, c'est d'avoir un rétro-planning sur la façon dont on va travailler avec les unités de recherche et toutes les structures fédératives pour qu'on puisse être prêt pour les dates proposées, demandées par le HCRS. Donc, effectivement, il y a un calendrier général qui englobe l'ensemble de la campagne et ensuite, à charge de chaque établissement d'avoir son calendrier propre. Et à ce sujet, pour Grenoble, ce qui nous a un petit peu fait difficulté dans la réunion de rentrée que le HCRS est venu faire en début de campagne, c'est qu'il a parlé lors de la réunion d'amphi exclusivement de son calendrier, sans indiquer qu'il fallait aussi se rapprocher de l'établissement pour connaître des dates intermédiaires. Ce qui nous a valu que les unités de recherche se sont fixées sur uniquement les dates du HCRS et qu'on a dû beaucoup communiquer derrière pour dire oui, la date butoir, c'est le 7 septembre, mais en effet, il va falloir qu'on recueille les éléments bien en amont, ne serait-ce que pour pouvoir relire les documents, échanger, faire des navettes s'il y a besoin, et c'est pas rare qu'il y en ait besoin. Et également, cette étape intermédiaire dont je parlais, à savoir échanger aussi également avec les tutelles, les autres organismes tutelles. Voilà, ça c'était une petite difficulté qu'on a eue. Bon, on a bien communiqué, ça a fonctionné, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant que lors de la réunion du HCRS de rentrée, qu'il y ait ce petit mot-là de préciser. Là, bon, c'était simplement pour vous montrer, non pas un calendrier tout à fait, mais tout le déroulé global des étapes que le HCRS demande. Et donc, en vert, on voit la partie, il me semble que c'est la partie établissement. Ouais. Mais même s'il n'y en a pas beaucoup, en fait, c'est vraiment le gros du travail de préparation des documents. Ça, c'était le calendrier interne à l'Université Grenoble pour la partie recherche. On a également mis des couleurs pour qui faisait quoi. Et donc, on peut effectivement s'apercevoir que nous avions fixé une date au 31 mars 2019 pour le dépôt des documents techniques préliminaires au dossier d'auto-évaluation qui, lui, était à rendre pour je ne me trompe pas, pour le 15 juillet. Le 15 juillet, c'était vraiment la date finale. En fait, on leur a demandé même un petit peu plus tôt, plutôt le 20 ou 30 juin de mémoire. Voilà.
Je reviendrai si vous avez des questions sur d'autres étapes du calendrier, mais l'idée, c'est plutôt d'échanger. Donc, je vais passer à la suite. Et donc, en résumé pour nous, on a estimé à peu près 300 personnes mobilisées à des degrés variés. Donc, ça peut être des temps pleins ou quasi temps plein pour ce qui me concernait ou pour mes collègues. Et puis ensuite, par exemple, sur l'étape de relecture des documents techniques, c'est-à-dire aller chercher des éléments financiers ou ressources humaines, il y avait des personnes de l'équipe qui étaient plus affectées à ces missions-là. Dans tous les cas, que ce soit dans le service central ou en laboratoire, ça mobilise beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est certain. J'ai déjà évoqué l'enquête qu'on organise de façon annuelle, qui consiste donc à demander un certain nombre de données. Et donc, ça vient vraiment en support de la préparation de la campagne. Mais également, on a pu aussi échanger avec les unités de recherche sur le fait qu'elles remontaient par ailleurs des données à d'autres tutelles dont elles dépendent. Et donc, il y a aussi tout un travail qui est plus ou moins évident selon l'histoire du laboratoire, les outils dont il est doté. Et donc, ça fait de la variabilité en fait en fonction des unités de recherche sur la plus ou moins grande aisance à collecter ces données. Il y a des unités de recherche qui n'ont pas de difficulté parce qu'elles ont l'habitude, parce que c'est déjà un outil de pilotage en lui-même pour son unité, et donc qui est structuré de façon à vraiment collecter toutes ces informations. Et puis d'autres unités, au contraire, qui ont soit moins de moyens, soit un plus petit, moins de marge de manœuvre, ou moins d'éléments pour pouvoir, moins d'outils disponibles pour pouvoir aller chercher ces informations. Donc, effectivement, l'idée, c'est de se préparer, de s'organiser et surtout d'anticiper. Vraiment, sur l'histoire du calendrier, c'est vrai qu'il y a un calendrier qui est fixé par le HCRS et par l'établissement. Mais bien évidemment, pour nous, c'est notre première étape dans cette démarche, dans le début de la campagne, c'est vraiment de sensibiliser toutes les unités de recherche à s'y prendre vraiment en amont. On les aide au travers de cette enquête, mais bien évidemment, c'est évident qu'il faut s'y prendre encore en amont de ces calendriers. Bon, là, c'était simplement un petit visuel qu'on avait fait pour expliquer qu'on avait mis beaucoup d'outils en place. On s'était doté d'une plateforme de gestion électronique des documents en amont de la gestion électronique des documents du HCRS pour pouvoir collecter l'ensemble des documents des unités de recherche, pouvoir les relire, pouvoir partager, les accompagner, leur mettre à disposition tous les éléments dont ils pourraient avoir besoin. On avait également proposé une foire aux questions qu'on abondait au fur et à mesure des questions qui nous arrivaient des laboratoires, et puis donc une adresse générique, des outils internes également au sein du service central pour fonctionner en équipe ensemble. Voilà, et puis pour terminer, un petit rappel aussi pour nous qui n'était pas forcément évident, et on a vraiment insisté aussi, c'est d'utiliser HAL, qui est cet outil permettant de faire le dépôt de toutes les publications. Et autant certains laboratoires avaient de l'avance en la matière, autant d'autres laboratoires n'avaient pas du tout d'avance. Et c'est un travail qui peut s'avérer parfois très long. Et bon, ça génère beaucoup d'énergie et de temps quand il faut le faire à la hâte parce qu'on n'a pas pu le faire avant et qu'on se retrouve avec ça en plus à faire, en plus du reste des éléments demandés par le HCRS. Donc, j'ai remis un peu là les éléments importants. Dépôt. Donc, pour nous, c'est HAL et c'était vraiment l'outil le plus simple qui a été retenu pour cela.
Et on avait également proposé de l'accompagnement ponctuel avec des vacations pour aider les laboratoires s'ils avaient vraiment trop de difficultés, afin qu'ils puissent être vraiment prêts et avoir le temps de réaliser leurs documents. Voilà, j'ai fini. Merci Charlotte. Alors, je vais regarder en même temps le fil de discussion. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion et puis comme ça, on va pouvoir rebondir dessus. À ma connaissance, HAL n'est pas obligatoire, mais par contre, c'est vrai que c'est un bon outil pour centraliser les publications dans une unité de recherche et puis derrière pour les globaliser au niveau d'un établissement, puisqu'il y a moyen de faire des collections, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est pratique et c'est un outil qui est dans les unités de recherche qui est pratique au quotidien aussi pour avoir un suivi des publications et un suivi un suivi des publications de l'unité, quoi. Le rétro-planning, je vais y revenir dessus, les outils partagés aussi. Je vais continuer, je vais continuer la présentation en vous expliquant un petit peu ce que nous, on a fait au niveau de notre laboratoire. Et puis on échangera ensemble. Éventuellement, vous pouvez aussi m'interrompre pendant la présentation. Voilà, donc vu d'un laboratoire, hein, donc moi, comme je vous l'ai dit, je suis en charge du pilotage et de la stratégie du laboratoire PACT. Alors, il y a peu d'unités de recherche qui sont dotées d'un poste comme le mien. Pour vous présenter PACT, c'est aujourd'hui le plus gros laboratoire de sciences humaines et sociales en France. C'est une unité de recherche qui a 110 chercheurs et enseignants-chercheurs, CNRS, IEP, et de Grenoble et Université Grenoble-Alpes. C'est une équipe d'une trentaine d'ingénieurs d'appui. On est 28 ingénieurs techniciens administratifs dans le laboratoire. C'est 127 doctorants à ce jour pour 42 HDR et à peu près 129 membres associés. Donc, si vous faites le calcul, on n'est pas loin on est un peu plus de 400 personnes dans cette unité. Pour les doctorants, c'est 123 thèses soutenues sur le dernier quinquennat. Donc, on soutient à peu près 25 thèses par an à peu près. On fait soutenir 25 thèses par an. Et voilà, donc globalement, on est répartis sur une dizaine de bâtiments. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 530 publications en moyenne par an. 5 millions d'euros de recettes de contrats de recherche cette année. On a à peu près 3 millions d'euros de dépenses, 300 000 euros de dotation. Donc, c'est une grosse unité de recherche. On est dans une grosse unité de recherche. On a été évalué donc, sur le même calendrier que celui que vous a présenté Charlotte, hein, puisque on dépend de l'université de Grenoble. On s'y est pris 18 mois à l'avance, et 18 mois à l'avance, ça fait court. Ça fait très court, en fait. On a rendu notre copie avec un petit peu de retard, mais il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours, et comme elle était très bonne, on n'a pas eu trop de soucis. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est d'abord l'auto-évaluation HCERS, comme son nom l'indique, c'est une auto-évaluation. Donc, c'est le laboratoire qui s'auto-évalue. Et ça doit être vu comme un projet de laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux solutions. Soit on remplit les tableaux HCERS et on fait le SWOT demandé par le HCERS, soit on en fait un projet de laboratoire et on s'en sert pour développer une stratégie et pour se projeter dans les 10 ans qui viennent. En tout cas, les 5 prochaines années. Donc nous, c'est le choix qu'on a fait. C'est-à-dire mettre en place, utiliser l'évaluation HCERS pour mettre en place un vrai projet de laboratoire, un projet scientifique en fait. Ça veut dire une implication forte de la direction du laboratoire. Et ça a été le cas puisque
la direction du laboratoire. Alors, on est organisé avec une directrice, 5 directeurs scientifiques d'équipe, une directrice administrative et financière et 2 chargés de mission, un pilotage et stratégie et un directeur du rayonnement scientifique sur le laboratoire, au niveau de la direction du laboratoire. Et donc, tout ce petit monde s'est embarqué dans ce projet de laboratoire HCERES. Et du coup, on a mené ça avec un vrai pilotage de projet pour accompagner les équipes dans l'auto-évaluation. Donc, l'appropriation des équipes, c'est la clé de la réussite. Et si vous voulez faire en sorte que les équipes de recherche, elles s'intéressent au HCERES, il faut sortir des tableaux de chiffres et il faut rentrer dans la science, en fait. Et il faut arriver à susciter l'intérêt, à faire parler science et de se dire, ben voilà, où est-ce qu'on sera demain, où est-ce qu'on veut être demain et quels moyens on a pour y aller. Donc ça, j'y reviendrai dessus tout à l'heure. Mais c'est vraiment l'appropriation par les équipes, c'est vraiment la clé de la réussite. Et quand je parle d'équipe, je parle à la fois des équipes scientifiques, mais je parle des équipes d'ingénieurs recherche qui sont en appui des équipes de recherche, des chercheurs, et je parle aussi des équipes administratives qui font que le laboratoire il va fonctionner correctement. Et je rebondis sur un point qu'a donné Charlotte tout à l'heure. Il y a des laboratoires comme le nôtre où on a une vingtaine ou une trentaine d'ingénieurs. Il y a un personnel administratif qui a tout en charge. Et ça, ça c'est compliqué. Là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui sont à qui on demande de faire cette auto-évaluation et à qui on va demander de travailler sur ce projet-là, c'est souvent, en plus de leur travail, c'est en plus du quotidien, c'est peu de personnes qu'on met en place. Et souvent, c'est vu dans les laboratoires comme quelque chose de chronophage qui ne sert pas à grand-chose. Donc, ces ressources humaines-là, elles sont à protéger et à accompagner dans le processus. Et c'est important d'en avoir conscience quand on est en service central, parce que, on va le voir, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un processus, hein, tout à l'heure, on l'a dit, le processus HCERES, c'est quelque chose de long. Si on veut le faire correctement, c'est quelque chose qui doit maturer. Moi, j'avais fait le calcul, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Hein. Pour moi, ça a été quasiment un mi-temps pendant 1 an et demi. Je ne suis pas le seul à avoir travaillé dessus dans le laboratoire. Et quand j'ai fait le calcul du temps passé en fait, sur ce projet-là, on était à plus de 650 jours hommes. 650 jours hommes, c'est presque 3 heures, c'est 2 ans de travail. Hein. C'est 2 ans, 2 ans et demi pour une personne. Et ce temps-là, il a été réparti sur 18 mois avec des travaux autour de, si je reprends le rétro-planning, hein, on a lancé la campagne 18 mois avant la date de rendu des documents. On a eu toute une phase d'analyse avec les équipes de recherche, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec chaque équipe de recherche, d'appui et de soutien, un minimum 4 demi-journées par équipe, où je les ai fait réfléchir et on a travaillé sur l'élaboration des SWOT. On a fait un bilan à 8-9 mois, et on s'est tous retrouvés, on a fait une énorme assemblée générale dans la montagne, on est parti pendant 2 jours, et on a travaillé justement sur ces SWOT, sur la compilation de ce SWOT, sachant que je ne leur ai jamais parlé de SWOT en fait. Mais on a travaillé sur la compilation de ce SWOT et sur l'élaboration de la stratégie du laboratoire en partant de ces SWOT, ainsi que 2 choses qui me tenaient à cœur, une charte de valeurs. Donc aujourd'hui, le laboratoire PACT a une charte de valeurs, et cette charte de valeurs, elle est issue du travail qu'on a fait sur l'auto-évaluation HCERES, et on a fait tout un travail aussi sur la notion interdiscipline, inter-équipe, international, etc.
Donc, on a rajouté des choses en plus à l'auto-évaluation. Et puis ensuite, on a pris le temps pour écrire le rapport et écrire le projet, qui est une phase non plus non négligeable, hein. On a parlé du bilan chiffré, mais le bilan chiffré, c'est pas que ça. C'est aussi le projet et c'est aussi le bilan et c'est aussi le projet à écrire. Et c'est deux documents qui prennent qui prennent du temps à rédiger. Je rejoins complètement ce qu'a dit Charlotte sur l'utilisation en fait, de la GED et de la documentation, hein. C'est beaucoup de documents. Déjà, quand on est en laboratoire, c'est beaucoup de documents, hein. Quand on remonte en service central, c'est la compilation de beaucoup de documents. Mais je peux que encourager les collègues à travailler avec des espaces collaboratifs de travail, hein. Tout à l'heure, j'ai vu que c'est Oriane qui a parlé d'Alfresco. Après, voilà, il y a Core pour les unités qui dépendent du CNRS, il y a Alfresco pour les universités. Il y a beaucoup d'outils, en fait. En général, maintenant, toutes les universités sont dotées d'outils de de ce type-là, espace collaboratif, documents partagés. Je peux que vous engager à mettre en place une charte de nommage des documents et une charte de versionning aussi des documents, hein. Et là, on rentre directement dans la qualité, c'est-à-dire que des documents, il faut être capable de remonter sur des versions antérieures, de les modifier à plusieurs, de travailler en collaboratif sur un document, etc. Donc ça, peu importe les outils qu'on utilise, mais ça, il faut avoir des outils qui permettent de faire ça. Au niveau des remontées de chiffres, il y a beaucoup de chiffres à remonter. Alors, il y a quelque chose qu'il faut quand même savoir, qu'il faut avoir en tête, hein, c'est que ce que vous demande le HCERS, vous n'êtes pas forcé de leur donner. Et vous n'êtes pas forcé d'utiliser les formats qu'ils vous demandent. Ce qu'il faut faire, c'est donner l'information dont ils ont besoin et surtout trouver l'information dont vous avez besoin pour mener votre auto-évaluation. Qu'est-ce qui est nécessaire dans votre unité pour mener à bien une auto-évaluation? Alors c'est vrai que quand on a une unité de recherche où on a des tableaux de bord, des outils de mise à jour, enfin des outils mis à jour en temps réel ou presque, et puis des indicateurs qui se mettent à jour automatiquement, ça aide, mais ça suffit pas forcément. Il y a toujours après un certain nombre de données qu'il va falloir aller rechercher, retrouver. Simplement parce que des fois le HCERS vous demande des trucs qu'ils n'avaient pas, qui sont nouveaux, et on va vous demander de revenir sur les 4 dernières années sur une information qu'on vous avait jamais demandé, donc vous l'avez pas. Il faut la reconstruire ou alors il faut leur dire que vous l'avez pas. Moi, c'est ce que j'ai fait pour un certain nombre de choses. Il y a des données aussi qui sont demandées au niveau recherche qui sont très complexes à avoir. On parlait des publications, mais on peut parler aussi ils vous demandent, par exemple, combien de relectures d'articles vous avez fait dans le quinquennat. Très franchement, pour le labo, moi, j'ai répondu plusieurs centaines, mais j'en sais rien. Je n'ai aucune idée de ce nombre-là. Je sais qu'un chercheur normalement constitué chez moi relit entre 5 et 20 articles par an. Voilà, j'ai 120 chercheurs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, il y a plein d'éléments où j'ai répondu beaucoup. Ou je ne sais pas, parce que je suis incapable d'avoir l'information. Donc ça, c'est avoir des outils d'analyse, des tableaux de bord, des portails, des portails des portails de données pour la production de données, c'est bien. Moi, je vous engage dans les unités de recherche à regarder tous les ans ce qui sort au niveau des nouveaux tableaux pour pouvoir ajouter vos indicateurs dans vos tableaux de bord et les construire au fur et à mesure qu'ils sont demandés. Et puis après, ça va vous simplifier la vie en fait pour la suite. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, pour moi, l'auto-évaluation HCERS, c'est vraiment l'outil de conception de la stratégie pour les 5 ans qui viennent. Et j'aime bien travailler beaucoup avec des outils d'analyse de signaux faibles et faire parler les chercheurs. Quand je suis arrivé dans les premières réunions d'équipe pour parler auto-évaluation HCERS, on m'a dit, ouais,
allez, on va… ouais, non, l'auto-évaluation HERS, c'est des chiffres, ça ne sert à rien, etc. Et la prise de conscience de l'intérêt de faire une auto-évaluation par les équipes de recherche, elle a été quand on a commencé à parler recherche et qu'on a commencé à parler science. C'est-à-dire qu'en fait, moi, la première question que je leur ai posée, c'est où est-ce que vous avez envie, vous, en tant que chercheur, où est-ce que vous avez envie d'être dans les 5 ans qui viennent? Dans 5 ans, où est-ce que vous avez envie d'être? Dans 5 ans, comment vous faites pour être le meilleur dans votre discipline? C'est quoi la recherche qui va faire exploser votre discipline dans les 5 ans qui viennent? Voilà. Et là, on arrive à tomber sur des trucs. Bah voilà, aujourd'hui, on veut être leader en sciences humaines et sociales sur le domaine de l'intelligence artificielle. OK, comment on fait pour y arriver dans les 10 ans qui viennent? On se donne ça comme objectif à 10 ans. Ah bah ouais, ça veut dire que dans 10 ans, il faudra pouvoir être capable de former des doctorants. Très bien. Si on forme des doctorants dans 10 ans, ça veut dire que dans 8 ans, il faut qu'on soit capable de former des mastériens. Ça veut dire que dans 5 ans, il faut former des licences. Ça veut dire que dans 2 ans, il faut qu'on ait un professeur qui est capable d'ouvrir et de piloter une licence en intelligence artificielle, en sciences humaines et sociales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut demander un poste à l'université parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas cette personne-là. Ça, quand vous allez voir quand vous faites vos dialogues de gestion et que vous allez voir votre président d'université, vous avez 2 solutions. Bonjour, il y a Martine, elle part à la retraite et il faudrait me la remplacer parce que sinon, je vais avoir un poste demain. Puis l'autre solution, c'est de dire bonjour, je veux être leader dans 10 ans sur l'intelligence artificielle en sciences humaines et sociales. Et j'ai besoin d'un poste maintenant parce que voilà la stratégie qu'on met en place. C'est complètement différent. En plus, vous pouvez dire, ça tombe bien, Martine, elle part en retraite. On va pouvoir switcher. C'est complètement différent. Ça, c'est corrélé avec le SWOT. Le SWOT, c'est vraiment un outil de montage de la stratégie, mais il ne faut pas le présenter force, faiblesse, opportunité, menace. Il faut vraiment le présenter sur où est-ce que vous avez envie d'être dans 5 ans, quels sont les atouts pour y arriver. Et là, on va commencer à parler des atouts du laboratoire. Où est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce qui fait envie? Qu'est-ce qui vous donne la banane le matin sur vos disciplines de recherche? Okay. Où est-ce qu'on est moins bon? De quoi on a besoin? De quoi on a besoin pour arriver, pour y aller, etc. Et là, on va commencer à réfléchir à nos faiblesses et à pouvoir travailler sur qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le système. Et puis, qu'est-ce qui va pouvoir nous empêcher d'y arriver? Donc, en fait, en posant ces 4 questions-là, vous avez vos forces, faiblesses, opportunités, menaces. Sauf que vous ne travaillez pas sur un saut. Vous travaillez sur le quotidien du chercheur. En fait. Et pour tout vous dire, moi, les chercheurs du labo, ils me redemandent cette année, alors qu'on vient de finir notre évaluation, si on peut recommencer ce travail de où est-ce qu'on va, ou comment on y va, etc. Parce qu'ils ont trouvé ça absolument génial de pouvoir parler discipline de recherche et stratégie disciplinaire, en fait, ou interdisciplinaire, d'ailleurs, mais stratégie d'équipe. Et là, on est en train de repréparer une session au niveau des directions des équipes pour refaire un saut qui sera prêt à mi-parcours, en fait, pour continuer à avancer, parce que ça les a vachement intéressés, alors que globalement, si vous allez voir un chercheur, vous lui dites qu'il faut faire un saut, il va pleurer. Voilà. Le rôle de la direction là-dedans, c'est la cohérence, la priorisation, et puis c'est la rédaction après des documents du bilan et surtout du projet. Voilà, donc c'était ce que je voulais rapidement vous raconter sur ce retour d'expérience en laboratoire, en unité de recherche. Je vous propose qu'on ouvre la discussion. Alors, je vois qu'il y a Florence qui demande si la retraite en montagne avec toute l'unité restera. Alors, pour répondre à ça, oui, on est parti avec toute l'unité de recherche. On était une centaine, en fait, une centaine de personnes sur place. Moi, j'ai coordonné l'animation et j'ai coordonné, en fait, les directeurs d'équipe qui, eux, ont animé des ateliers. En fait, j'avais fait des ateliers sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'on a envie d'aller, quels sont nos atouts pour y arriver. Et j'avais fait des ateliers croisés, c'est-à-dire qu'en fait,
j'avais fait en sorte que il y avait une première équipe, un premier groupe de personnes. J'avais mélangé les équipes et j'avais inclus à l'intérieur les ingénieurs et les techniciens du laboratoire, donc les équipes administratives. Tout le monde était mélangé. Et du coup, on a lancé les débats avec un groupe. Et le groupe d'après, en fait, arrivait à voyer sur le tableau ce qu'avait fait le groupe précédent et amender ce qu'avait fait le groupe précédent. Comme ça, on a tourné plusieurs fois pour que tout le monde voit à peu près tout. Et ça a été piloté par la directrice d'unité et les 5 directeurs d'équipe, en fait. Alors, passerelle commune avec le HSR 4R. La passerelle commune, non, parce que le HSR 4R à Grenoble vient juste d'être validé. On a déposé le dossier, je faisais partie du groupe de travail qui a bossé dessus, donc on a déposé le dossier au mois de septembre, dans ces eaux-là, et il a été validé juste là, donc on vient juste de lancer le HSR 4R, donc il n'y avait pas du tout de passerelle avec ça. Je n'ai pas fait de passerelle non plus avec d'autres chartes ou quoi que ce soit. C'est vraiment un projet que j'ai monté en interne, en fait. Voilà. Sur analyse de signaux faibles, pour répondre à Florence, l'idée quand tu fais de l'analyse de signaux faibles, en fait, c'est d'arriver à faire de l'exploratoire. Donc moi, je travaille beaucoup sur des focus group, en fait, avec des petits groupes de travail sur une discipline, sur une interdisciplinaire, etc. Et en travaillant avec ça, par petits groupes comme ça, on arrive à... les chercheurs connaissent bien leur discipline, ils savent ce qui devrait percer. C'est quoi les fronts de recherche dans 5 ans, dans 10 ans, ils savent ce qui devrait arriver dans 5-10 ans. Et en fait, on va explorer comme ça, en discutant avec eux, où est-ce qu'il faudra être bon dans 5 ans, dans 10 ans, pour être sur un front de recherche. En fait, l'objectif de Pacte, c'est vraiment d'explorer tous les fronts de recherche. Aujourd'hui, on est sur la plupart des fronts de recherche en SSS. L'idée, c'est vraiment de discuter science avec les chercheurs et d'arriver à leur faire ressortir, dans l'idéal, où est-ce qu'il faudrait être dans plusieurs années. Et après, on tire le fil. Une fois qu'on sait que le front de recherche qui sera là, OK, comment on fait pour y aller et on trace sa route. D'accord ? L'analyse de signaux faibles, c'est vraiment d'arriver à voir des petites lueurs au loin, tu vois, des petits clignotants au loin qui te permettent de récupérer un fil et puis après de tirer le fil pour arriver à y aller. Alors, est-ce que les collègues support à la recherche ont eu un temps de discussion pendant la visite HCERS? Les collègues du laboratoire? Oui, les collègues du laboratoire. Vous pouvez prendre la parole directement avec les micros. Là, j'ai l'impression de parler à un écran, ça fait assez bizarre. Ouais, les collègues du laboratoire. Alors, on a eu une journée de visite HCERS. Donc, ça a été très court. Nous, on avait demandé 2 jours. Tout le monde a été entendu, donc il y a eu de mémoire, il y a eu une plénière. Ensuite, il y a eu une plénière. Ouais, je te donne la parole après, Florence. Il y a eu une première plénière avec l'ensemble du laboratoire type assemblée générale. Hein. Ensuite, il y a eu le jury s'est réparti en plusieurs plénières. Il a entendu les anciens chercheurs. Il a entendu les équipes d'appui à la recherche, donc tous les ingénieurs recherche, projets, etc. Et ils ont entendu l'équipe administrative, en propre, toute seule, sans la direction. Et ils ont entendu les doctorants. Voilà, donc ils ont vraiment audité tout le monde. En fait. Et ça s'est passé maintenant? C'est maintenant ou on a été évalué en début d'année dernière, janvier ou février de l'année dernière. Ok, donc il n'y avait pas la Covid et tout ça, donc vous étiez en présentiel, c'est ça? Oui, on était complètement en présentiel, ouais. C'est différent. Là, les prochaines, vous avez vu que les dates sont décalées, hein, ils ont décalé d'1 an
les évaluations. Pour ceux qui sont dans les prochaines dates à partir de la vague C, il y a tout est certains décalé d'un an. laboratoires qui ont eu quand même une visite qui n'a pas pu être faite. Les quelques-uns très proches de la crise sanitaire ont vu parfois leur visite annulée. C'est arrivé sur quelques à la marge, mais c'est vrai qu'il a fallu composer à 100 visites. Donc, c'était... Je profite. Florence, ouais. Oui, pardon, excusez-moi, je voulais Vas-y, Charlotte. apporter un petit complément par rapport à une question qui avait été posée également. Je reviens plus au début du chat. Alors oui, effectivement, la plateforme Alfresco était appréciée et c'était pas forcément gagné d'avance, c'est pas forcément un outil évident à utiliser, mais il s'est avéré très intéressant. Et pour accompagner ça, on avait proposé des ateliers par groupe de douzaine, quinzaine de personnes qui avaient une vocation à apporter de l'information plutôt technique, à répondre à des questions sur quel type de données faut-il apporter à cette demande. Mais ça a été aussi intéressant parce qu'au-delà des données techniques, il y avait aussi des fois des inquiétudes ou des questions qui dépassaient ce cadre technique, qui pouvaient être plus de l'ordre de le projet, le SWOT, tous les éléments que Thierry a évoqués. Ça a parfois émergé également dans ces petits ateliers. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des personnes techniques, il y avait parfois carrément des directeurs qui ont participé à ces ateliers. D'où l'intérêt de cet accompagnement. Et du coup, je rebondis sur la question de Laurence. Différence des labos à collecter leurs infos. Faut-il anticiper un état des lieux? Quel type d'accompagnement? J'ai envie d'ajouter à ces ateliers la question que nous, on s'est posée avec Martine au départ, c'est d'être vraiment le maillon au niveau service central qui permet vraiment à ce que la communication soit la meilleure possible. Et ça va vers les laboratoires, ça va vers le HCRS, parce qu'on a eu des difficultés à certains moments aussi, on a eu des versions différentes de documents Excel qu'il a fallu renvoyer parce que ce n'était pas la bonne version ou parce qu'il y avait des verrous qui empêchaient, par exemple, des plages de chiffres qui ne pouvaient pas rentrer, parce que le HRS avait verrouillé ses documents et donc avait limité. Donc, il y a vraiment effectivement une importance à bien accompagner, mais également aussi, j'allais dire, côté vice-présidence recherche, on avait organisé avec l'équipe vice-présidence recherche des points quasi hebdomadaires, tous les 15 jours, pour faire un petit état des lieux de l'avancée des opérations. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Et ça les a aussi intégrés les uns et les autres dans cette dimension plus globale dont tu parlais, Thierry, qui est à quoi ça sert? Ça ne sert pas uniquement à collecter des renseignements et à proposer une copie au HCRS pour faire le bon élève, si je prends carrément je grossis un peu le trait. C'est effectivement pour pouvoir vraiment aider le laboratoire à se projeter et à valoriser son travail, à pouvoir en parler quand il va en commission de recherche, demander telle ou telle chose. Voilà. Donc, ça permet vraiment de faire du lien. Pour nous, ça a été très intéressant. Et ça a été aussi un bon moyen de dialoguer avec les unités de recherche, de mieux les connaître, de mieux cerner aussi leurs problématiques. Voilà, je voulais ajouter ceci. Merci. Je regardais juste, effectivement, pour les unités INSERM, il faut penser qu'il y a des données qui dépendent d'autres, qui sont différentes des demandes de fac ou du HCERS, effectivement. Donc ça, il faut y penser. Florence, du coup, ça te permet peut-être de rebondir sur ça et puis de nous présenter rapidement ton retour. Oui, donc nous, la dernière évaluation, c'était en 2017. Donc, je viens de reprendre mon rétro-planning, c'est un peu vieux. Puis la prochaine évaluation, c'est pas tout de suite. Et nous, on a tout fait tenir entre mai et septembre, en 5 mois. Donc, on est une petite unité, on est 150 personnes en tout. Mais c'était très, très chaud. Enfin, on y passait jour,
soirée, week-end, enfin, ça a été très tendu. Donc, je pense qu'il faut effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, anticiper et bien échelonner dans le temps. On a eu assez peu d'interactions avec les services centraux de l'université parce qu'il y a eu une fusion entre deux universités. Donc, les services centraux s'attelaient essentiellement à la partie pilotage de l'université. Donc, on a eu assez peu d'interactions en fait avec les services d'aide au pilotage. Je pense que ça sera différent dans le cadre de la prochaine évaluation. Ça a manqué parce qu'on était vraiment, on devait se débrouiller enfin voilà. On devait préparer effectivement 2 évals en même temps. Donc, l'auto-évaluation HERS qu'on a essayé de prendre comme une auto-évaluation en travaillant sur la stratégie de l'unité, mais il y avait aussi l'évaluation INSERM à côté où ils nous demandent d'autres données à des dates différentes. Et donc, on doit jongler entre différentes bases de données qu'on n'avait pas préparées. Et donc, ça nous a pris un temps fou. Donc, je rejoins complètement ce que vous avez dit. Même si ça ne fait pas tout, mais au moins d'alimenter vos données régulièrement, de créer vos bases de données, ça fera quand même gagner un temps certain pour parler stratégie et pas perdre de temps. Parce que là, je revois sur mon rétro-planning et je suis ahurie de voir le temps qu'on a passé à ce qu'on appelle données du contrat en cours, parce que personne n'avait fait ce travail d'indicateur. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment très chronophage. Qu'est-ce que je voulais dire? On n'avais pas de GED et ça, en fait, depuis la dernière éval, ça nous a permis de mettre en place, nous, une GED, de s'échanger les documents petit à petit, de faire ce travail de versionning, comme tu l'expliquais, de nommage de documents, parce que ça aussi, on s'échange à 15 personnes différents documents avec des versions, des initiales, et on ne se retrouve plus sur les… Donc ça a été aussi… Enfin, je pense que l'organisation en amont et la centralisation par une personne aussi, c'est très important. Plusieurs fois, notre document a été corrompu parce qu'on le partageait entre PC, Mac, il y en a tout le temps. Enfin, il y a souvent eu des petits couacs qu'on pourrait éviter si on avait plus de rigueur, en fait, dans le suivi du dossier en amont. C'est pas très concret ce que je dis parce que je replonge dans le… Si, ça va, on comprend. Je pense qu'il y a vraiment une étape d'organisation. Ouais, que nous, administratifs, en tout cas, on peut apporter vraiment sur l'aide au pilotage et laisser vraiment les chercheurs parler sciences et stratégie, justement, ce que vous expliquiez tout à l'heure, de parler plus… d'être plus dans la science et dans la… comme tu disais tout à l'heure, tu as utilisé un mot très juste. J'ai perdu mon mot, mais La stratégie, la vision. Vraiment stratégie disciplinaire qui parle de leur discipline de recherche. Sacre là-dessus. Et j'aime beaucoup comment tu as présenté le SWOT, parce que nous, effectivement, on a attaqué le SWOT comme un SWOT. Donc, il fallait trouver on s'est calé sur… alors, il faut trouver une faiblesse, il faut trouver des forces, et ça, je pense que ce n'est pas très objectif. Par contre, ça a permis de mettre en place des groupes de travail et de stimuler un petit peu les chercheurs sur ce qu'ils voudraient, mais on s'y est pris beaucoup trop tard. Donc, je pense que c'est là maintenant que ça se joue pour nous, notre prochaine éval. Sur la dernière, on n'était pas prêt. Et ça… Moi, cette phase-là, elle a duré 8-9 mois. Hein. La phase de discussion avec les équipes, ça a été 8 mois. On était entre 4 et 8 demi-journées par équipe, avec du temps entre les deux pour cogiter, machin, etc. Ça a duré, ça a pris du temps, ça. Non, nous, on a tout condensé. Bon, après, il y avait un contexte aussi, mais non, cette phase stratégie, nous, tu vois, 1, 2, 3, elle a duré 4 mois. 4 mois sur 6, et les 2 autres mois, c'était vraiment de… Et les données, ça a duré 2 mois sur 6, que je trouve être énorme. Parce que si on le fait régulièrement, on ne devrait pas y passer autant de temps. Et on devrait… Moi, je le fais régulièrement, j'y ai quand même passé du temps. Ça prend toujours du temps. Ouais, vas-y, Florence. Non, J'allais répondre donc à la question là, pour les référentiels URSF qui sont susceptibles de changer en vue de la vaccine. Les référentiels, ils changent tout le temps. Donc, moi, je n'ai pas vu d'infos. Je ne sais pas si Arnaud, tu as vu des infos sur le changement de référentiel. Non, puis comme la vague suivante est retardée, je pense que les référentiels, on ne va pas les avoir tout de suite. Ce qu'il faut voir sur ces référentiels, en fait, c'est que de toute façon, vous avez intérêt à prendre le référentiel existant bien en amont et puis à l'ajuster à la marge
à l'ajuster à la marge après, quand les référentiels sortent. Ça sera de l'ajustement à la marge, ils ne vont pas les changer du tout au tout. Les référentiels, c'est ce qui était appelé les guidelines, c'est ça? Ce qu'ils appelaient les guidelines avec tous les gros process et ce qui était attendu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis, c'est les tableaux de bord aussi qui proposent, les tableaux de données qui demandent, etc. Pour l'instant, voilà, c'est ça, les tableaux Excel. Les tableaux Excel qui sont demandés. Ces tableaux-là, ils évoluent tout le temps. Ils avaient, entre la vague, pour notre vague à nous, ils avaient beaucoup évolué. Ils avaient même un peu trop évolué, puisque nous, on avait fait remonter par la CPU le fait qu'il y avait des trucs qui étaient absolument imbuvables et qu'on ne pouvait pas avoir, quoi. C'était pas possible de les avoir. L'exemple que je vous citais tout à l'heure, hein, le nombre de relectures d'articles. Puis après, la vraie question là derrière, c'est surtout à quoi ça sert. À quoi ça sert de savoir le nombre d'articles relus par les chercheurs d'unités de recherche. Ça fait partie de leur boulot, ça fait partie de... Voilà. Donc, en fait, sur les référentiels et sur les données qui sont demandées, il faut aussi capter que c'est une auto-évaluation, donc ça doit être utile à l'unité. Moi, les données où j'ai répondu plusieurs, je ne sais pas, machin, etc., c'est que ça ne nous servait à rien, en fait, ces données-là. Pour nous, elles ne servaient à rien. Et on n'a pas eu l'ombre d'une remarque sur le fait qu'on avait mis, je ne sais pas, ou je n'ai pas l'info. Moi, j'ai envie d'ajouter que pendant les ateliers, on a eu beaucoup de questions, un peu d'inquiétude. Ah, j'ai pas trouvé cette donnée, ou comment c'est possible, ou on n'est pas concerné. Et effectivement, il n'y a pas de pression, enfin d'obligation à fournir absolument toutes les données. Comme la HRS n'est pas sur un volet d'évaluation scolaire, mais sur une projection et un travail avec le laboratoire, parce que ces documents, ils viennent préparer la visite, en fait, hein, et l'évaluation qui va en sortir. On s'est retrouvé parfois avec, en tant que service central, pas forcément la réponse à certaines données qui inquiétaient les laboratoires, et puis on a échangé avec le HCRS, qui nous a répondu, si vous ne l'avez pas, vous ne l'inventez pas. Bien sûr que c'est tout à fait... si votre laboratoire ne se sent pas concerné sur cette donnée, il n'y a pas besoin de la fournir. Mais on a eu pas mal d'inquiétudes pendant les ateliers à ce sujet. Donc, on a expliqué ça pas mal. C'est quand même très disciplinaire parce que je vois, moi, en biomédical, pour eux, ça retombe, même si vous ne le mettez pas dans le dossier. Je viens de reprendre le compte-rendu HERS. C'est quand même très demandé, ce type de données sur le nombre de relectures. Je pense que c'est très disciplinaire aussi, ces infos-là. C'est très demandé, mais en même temps, si tu l'as pas, tu l'as pas, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et puis, ça ne nous sert pas. Ça, je rejoins ça sert à rien. À notre stratégie, ça nous... Ouais. D'autres interventions, d'autres questions? Peut-être juste un mot, là, je voulais revenir, peut-être réinsister sur l'importance de la gestion documentaire. Je ne sais pas, au niveau recherche, je n'ai pas en tête combien de documents vous avez gérés, mais ça, c'est vraiment un des éléments importants de votre projet. Il ne faut pas se louper là-dessus parce que sinon, ça met de la tension, de l'inquiétude dans tout le process et ça devient extrêmement compliqué de travailler avec les laboratoires dans ces conditions. Donc ça, c'est un côté rassurant pour tout le monde et je pense qu'il ne faut pas s'en priver, même si c'est de la ressource, de l'énergie, de la ressource humaine ou financière ou les deux. Voilà, faut pas se louper là-dessus, c'est vraiment important. L'autre élément, peut-être, Charlotte, tu peux nous dire si ta foire aux questions, elle a été utilisée globalement? C'est quelque chose qui a été utilisé ou pas? Oui, puisqu'on avait... Alors, ça n'a pas été forcément continu dans son utilisation, mais oui, pour rebondir sur des questions qu'on avait fréquemment et on leur disait référez-vous donc à cette foire aux questions, mais aussi parce que ça évitait un engorgement aussi au niveau de l'afflux de questions qu'il y avait dans notre liste de diffusion. Et donc, effectivement, oui, ça a été très consulté. Parfois, des informations qu'on tardait à mettre à jour nous étaient pointées. Donc, oui, je pense ça a été un outil intéressant.
La difficulté qu'on a eue, c'est de la commencer, de la démarrer. Donc, ça a pris un peu de temps. On ne peut pas l'avoir tout de suite, forcément au début, parce qu'on a travaillé à partir des questions qui occupaient cette campagne. On avait fait quelques questions à partir de la campagne précédente, mais oui. Ok. Et puis, peut-être l'autre élément un peu compliqué de ces évaluations, c'est voilà, les unités de recherche, elles vont faire leur évaluation. Et comme disait Thierry, hein, pour ceux qui le veulent, ils vont mettre de l'énergie pour caler leur stratégie sur les années futures. La question, c'est la cohérence avec la stratégie de l'établissement. Qu'est-ce qui Bien va se sûr. retrouver dans le dossier établissement? Ça, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué à gérer. Et ça, ça se fait forcément avec des conseils recherche, avec des plénières avec les laboratoires. Ça ne peut pas se faire par l'échange de documents. Il y a vraiment de la construction en visuel. Alors, bon, dans la période actuelle, c'est compliqué, mais en tout cas, il y a de la co-construction à prévoir sur ce sujet-là pour pas que vous ayez trop d'écart entre ce que les labos vont pouvoir écrire et puis ce que l'établissement souhaite, ce que l'établissement va écrire aussi dans son rapport établissement. Ça, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que la stratégie, elle se co-construit aussi et il faut laisser l'opportunité de la co-construire, quoi. Et ça prend aussi du temps et dans vos process, c'est vraiment à prévoir. Mais j'aimerais Tout à rebondir. fait. Ah. Ouais, mais attends, Vas-y, vas-y. juste pour rebondir sur ce que dit Arnaud, c'est super important et c'est d'autant plus important que la plupart des unités sont multitutelles. Donc, il y a 2 ou 3 stratégies d'établissement qui sont pas parallèles, pas forcément. Hein, en général, elles ne sont pas en opposition, mais elles peuvent partir dans 3 voies un peu différentes et arriver à consolider les différentes stratégies les différentes stratégies des différentes tutelles du laboratoire, les stratégies d'équipe, les stratégies individuelles. Moi, j'ai toujours, quand je présente Pacte, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, on a un gros porte-avions avec une flottille d'équipes de recherche qui sont capables d'aller se balader un peu partout et des avions de chasse qui vont taper tout seuls sur les fronts de recherche. Et pourvu que tout le monde rentre au bercail, à un moment donné, le porte-avions essuie sa ligne, quoi. Et l'autre élément, alors en tout cas à Grenoble, c'est ce qu'on n'a pas forcément réussi à faire, c'est le lien formation-recherche. Alors Thierry l'a un peu évoqué tout à l'heure là, quand il parlait de recruter sur l'IA un enseignant, parce que évidemment, quand on met une stratégie recherche, ça veut dire qu'on va avoir des doctorants qui vont être impliqués dans l'affaire, les doctorants qui sont alimentés par les masters, etc. Ça, c'est un sujet sur Grenoble où je ne suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup travaillé, quoi, malheureusement. Là-dessus, c'est vrai qu'on a, sur au moins les aspects administratifs et techniques, on a travaillé avec la formation, mais on avait déjà des calendriers qui n'étaient pas les mêmes, avec des documents à rendre qui étaient très différents, dans le sens où pour la recherche, on avait des formats imposés et verrouillés à rendre au HCRS, tandis que pour la formation, c'était des documents vraiment libres en matière de forme et donc avec des échéances différentes. Donc ça n'a pas forcément été possible, au moins sur ces aspects-là. Oui, Hein. oui, Je ne parle pas de la partie stratégique, c'est plutôt effectivement. sur l'aspect un peu Ouais. dans le cadre stratégique, on l'a retrouvé dans le dossier établissement, évidemment, mais c'est la répercussion ou un cadrage un peu de l'établissement qui permettent de traiter ce sujet-là dans l'auto-évaluation et l'impact sur les stratégies de chaque secteur, que ce soit en formation ou en recherche. Ça, c'est un élément qui n'est pas facile à travailler parce qu'effectivement, les documents, les calendriers, les façons de travailler ne sont pas forcément les mêmes. Et ça vient aussi du fait, chez nous, qu'on a piloté ces 2 évaluations, non pas par un pilotage central, mais par les directions métiers. Je pense que ça, c'est un des écueils d'avoir des pilotages qui ne sont pas complètement centralisés. Ça a des avantages, mais ça a d'autres inconvénients de ce point de vue-là. Et à titre d'exemple aussi, sur juste ce qui a été dit avant, où je voulais rebondir, c'est aussi que au niveau de la direction de la recherche du service central, on a à un moment donné repéré des difficultés pour certains laboratoires et on leur a, alors c'était plus certaines disciplines que d'autres, mais du coup on a un petit peu adapté et on a proposé des réunions au directeur cette fois et pas forcément qu'aux techniques, qu'aux personnes, aux ingénieurs, aux techniques. Mais, et donc, où il y a eu vraiment un dialogue, une rencontre avec l'équipe vice-présidence recherche pour pouvoir se projeter et pouvoir écrire, parce que certains directeurs de laboratoire nous disaient, mais moi, je n'arrive pas, je veux bien anticiper, mais je ne sais pas où va
la stratégie quelle est la stratégie en matière de recherche de l'établissement. Et donc, je ne sais pas encore écrire ce projet. Donc, ces réunions, elles ont eu lieu, elles étaient assez riches dans les échanges. Donc, ça peut être aussi une piste, vraiment pour bien dialoguer en amont sur ces aspects-là. Ce qui veut dire, hein, ce qu'il y a derrière ça, ça veut dire qu'il faut avoir un process très robuste et rassurant pour les gens, mais il faut que ce process il soit aussi souple pour qu'il puisse s'adapter à des UFR, à des UMR qui ont déjà une stratégie bien calée, voilà, comme Pacte par exemple, et d'autres qui sont voilà, pas au même niveau de réflexion, c'est pas le même temps, etc. Donc il faut un process qui est à la fois rigide dans sa qualité, mais aussi qui est capable de s'adapter à l'ensemble des acteurs. Ça, c'est important, quoi, effectivement. Et c'est pas les mêmes moyens non plus. Nous, on est trois ITA dans la direction du laboratoire. Et ça fait partie de l'évaluation. Moi, c'est une partie intégrante de ma mission, en fait, au niveau du labo. Après, il y a aussi un effet d'apprentissage. On discutait avec Florence un peu en aparté là, sur le chat. Mais il y a un effet d'apprentissage. Moi, j'en suis à ma troisième évaluation. Ma troisième évaluation, la première, j'ai regardé en fait ce qui se passait. La deuxième, ça n'a pas été ça, quoi. La troisième, elle n'est pas trop mal. Je pense que la quatrième, ça sera bien. Mais voilà, il y a un effet de répétition. Il y a un effet aussi d'utilisation des documents qui sont demandés. Moi, tous les ans, j'ai un rapport d'activité qui est fait par le responsable du rayonnement scientifique et qui est calqué sur les demandes du HCERES, en fait. Donc, au bout d'un moment, il n'y a qu'à récupérer, recompiler ce qu'on a déjà écrit pour faire le bilan. On gagne. Il y a plein d'effets comme ça qui permettent de gagner du temps et d'améliorer le laboratoire, puisque du coup, vous sortez un bilan d'activité par an, ce qui est plutôt sympa pour votre com. Et voilà, mais ça dépend aussi des moyens. Tous les labos n'ont pas un chargé de com à disposition. Il y a vraiment une inégalité de moyens là sur les unités en fait de recherche. Non, merci à toutes et tous de votre participation. Donc le prochain rendez-vous, du coup, pour conclure, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec le même type de retour d'expérience, mais côté établissement. Voilà. Et puis, je vous engage à suivre les activités donc, du réseau relié. On va avoir une conférence autour de la notion d'international. Et puis là, on va mettre en place les formations. Donc, l'auto-évaluation, on anime une formation à l'AMU. On n'a pas fixé les dates encore, mais je pense que ce sera courant juin, d'autant que ça a été décalé avec le Covid, mais vu que la campagne elle est décalée aussi, on est un peu moins sous pression. Voilà, donc 3 jours de formation sur lesquels on aborde les trois volets, et c'est volontaire qu'on garde les 3 volets ensemble, parce que je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais pour rebondir aussi sur ce que disait Arnaud, les liens entre recherche, formation et gouvernance sont hyper importants. Et du coup c'est une volonté qu'on a de garder ces 3 jours de formation qu'on co-anime à 3 en général d'ailleurs, sur les 3 sujets ensemble. Voilà. Et je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Remercier Charlotte pour sa présentation. Merci. Merci à toi, et puis une très très bonne journée à vous tous et toutes, et à très bientôt.